Alors, bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Soumaya, ancienne bookstagrammeuse. Bonjour Soumaya. Bonjour Stella Marie. Du coup, moi, c'est Soumaya, j'ai 26 ans, donc anciennement connue sous le pseudo It My Book sur Bookstagram. Aujourd'hui, on peut me retrouver sur le compte Bissoumi. Voilà, donc plus du tout axé sur les livres ou sur Bookstagram. Ça marche. Est-ce que tu peux spécifier où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte et quelles sont tes passions? Ok. Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc dans une ville qui est plutôt calme. En Seine-Saint-Denis, je précise, parce que c'était vraiment une banlieue très stigmatisée il y a quelques D'accord. années. Bon, ça l'est encore, mais beaucoup moins. Entourée de ma famille, de mes amis. Donc, j'ai eu une enfance plutôt calme. Et puis, je faisais l'aller-retour en été en Tunisie. Donc, vraiment, j'ai grandi entre les deux, parce que je suis d'origine tunisienne. Et puis, au niveau de mes passions, c'est une question hyper difficile parce que je pense que ça a toujours été la lecture. Et puis, les activités hyper créatives du style, je me suis essayée un peu à tout, la peinture, le dessin. Enfin, j'ai toujours aimé créer. Donc, voilà, c'était vraiment la lecture et les activités créatives. D'accord. Et est-ce que la lecture, tu pouvais le partager avec ton entourage? On va dire qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient vraiment axés sur tout ce qui était littéraire, alors qu'ils sont pas forcément fait de longues études ou d'études tout simplement en France. Mais oui, enfin, j'ai une mère qui vraiment ne voulait pas qu'on touche à la télé, aux jeux vidéo, etc. Donc, j'ai passé mon enfance à faire les allers-retours entre la maison et la médiathèque. Mes frères, ils étaient vraiment axés sur les bandes dessinées, les mangas, etc. Et moi, j'étais vraiment, enfin, je pense que j'ai dû lire quasiment tous les livres de la section jeunesse de la médiathèque. Donc, je faisais vraiment l'aller-retour. Je sais qu'à l'époque, on avait une carte. Et je crois que la limite maximum, c'était 10 livres. Et ce que je faisais, en fait, c'est que je cumulais les livres sur les cartes de mes frères. Et vu qu'on est quatre, en fait, j'avais la possibilité d'emprunter plein de livres. Et je lisais vraiment hyper rapidement. Donc, vraiment, je lisais tout ce que je trouvais. Enfin, heureusement qu'on avait une limite d'âge. Donc, en fait, la médiathèque était sur 2 étages, et elle l'est toujours d'ailleurs. Et l'étage du haut était destiné aux adultes, aux adolescents. Donc, quand j'étais petite, j'y avais pas accès. Et quand j'ai pu découvrir cet étage-là avec autant de livres, je me suis sentie vraiment comme dans un univers magique avec plein de trucs à lire. Et vraiment, enfin, je pense que j'ai fait que ça. Je lisais tout ce que je trouvais. Je sais pas qui m'a passé cette passion entre guillemets, mais je sais que mon père, en fait, il avait l'habitude de stocker des livres de la littérature classique, donc des Victor Hugo, etc. Et il me racontait qu'en fait, il avait amélioré son français en lisant. Voilà. Donc c'est un truc qui D'accord. m'a passé indirectement, on va dire. Ok. Ouais, moi aussi, je fréquentais beaucoup les médiathèques. Quand j'étais petite, j'adorais y aller. C'est vraiment un moyen économique, en fait, parce qu'en Bah achetant, oui, t'es c'est ça. plutôt limité. Même aujourd'hui, hein, t'es limité. Mm, Tu peux pas mettre 100, 200 euros, 400 euros dans des livres. Donc à la mm. médiathèque, tu vas, tu lis, tu remets, et puis voilà, c'est illimité, on va dire. Ouais, c'est ça. Mm. Tu as accès assez facilement. Enfin, ça dépend ça dépend les villes, mais en Ouais, général, enfin, ça se développe de plus en plus, je trouve. ouais, Mm, heureusement, franchement. mm. Sans ça, je sais pas comment on ferait. Tu y retournes encore, du coup, à la médiathèque ou pas? Franchement, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Pourtant, j'habite pas très loin, hein, mais je sais pas. En fait, je crois qu'après m'être lancée dans les études universitaires, il y a eu comme après le bac surtout, parce que je révisais là-bas. Et je sais pas, en fait, à partir du moment où j'ai pu m'acheter des livres, c'était plus obligatoire pour moi d'y aller. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais je passe devant et je me dis souvent, purée, c'était il y a longtemps, j'aimerais bien voir comment c'est devenu et tout, mais j'ai jamais fait le pas, en fait, d'y entrer, alors qu'au final, ça Mm. prendrait 5 minutes. Mais ouais, non, j'ai pas pu y retourner depuis un moment. D'accord. Ouais, moi non plus. Enfin, en fait, je continuais à y aller, mais pour réviser, parce que j'aimais bien être entourée de livres, mais Mm. j'empruntais pas forcément pendant mes études universitaires. Ouais, j'ai fait un peu une pause. Puis il y avait les BU, tu vois, donc on pouvait directement emprunter à la BU et ça, je l'ai Ah fait, oui, mais aussi. du coup, ça a Mm, coupé un peu mon lien avec la médiathèque, entre guillemets. ouais, je comprends. On va venir à ton ancienne activité pour le coup sur les réseaux sociaux. Donc ouais, comme tu l'as mentionné, tu avais le compte Eat My Books. Qu'est-ce qui t'a déjà comment tu as découvert la communauté Bookstagram
française et anglophone. Je suppose que tu suis un peu les deux. J'ai découvert la communauté anglophone beaucoup plus tard. En Ah, fait, ok. j'ai commencé par la communauté francophone parce que j'étais en DUT métier du livre. Et Ok. une fille dans ma promo avait un compte. Et au début, en fait, elle en parlait pas beaucoup. Enfin, c'était hyper. Enfin, elle gardait ça pour elle, je pense, un peu comme nous tous au début. Et en deuxième année, elle en a un peu parlé, elle l'a évoqué. J'étais hyper curieuse de voir ce que c'était. Donc, j'y suis allée, j'ai regardé un peu les comptes, etc. Et je suis restée comme ça un an, en fait, à regarder de loin et à m'abonner à certains comptes. Je crois que le premier compte auquel je me suis abonnée, c'est Luna Book Addict. Je crois que c'est ça Ah, oui, ok. son pseudo, Audrey. Et enfin, je regardais de loin, etc. Enfin, en plus, j'étais hyper prise par les études, j'avais vraiment pas le temps de m'y intéresser. Puis un jour, je suis allée en vacances et puis en fait, je regardais, je me disais, mais en fait, moi aussi, je peux le faire. Enfin, je me rappelle, j'étais sur le toit de ma maison en Tunisie et puis j'avais un livre dans les mains et j'avais fait ma manicure, donc j'avais les mains hyper belles. Et je me disais, j'ai pas envie de montrer mon visage, je peux montrer mes mains et puis prendre en photo mon livre. Et j'ai pris une photo comme ça. Puis j'avais refait mon aîné, donc j'étais trop contente, c'était hyper beau. Et puis, je me suis lancée sur un coup de tête. Vraiment, je me suis dit, bah écoute, on va poster, on verra bien ce que ça donne. Et puis, voilà, enfin, j'ai mis ma photo et puis c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, mon activité. D'accord. Et donc, ouais, tu étais essentiellement un compte de chronique. Moi, je t'ai découvert un peu sur le tard. Bah, en fait, ouais, t'allais partir. Du coup, j'ai pas pu suivre l'entièreté de Euh, ton activité. Mais... je crois que je suis restée longtemps, je suis restée un compte qui était un peu irrégulier. Bon, ça, c'est vraiment ma spécialité, hein, l'irrégularité. Parce que pareil, en fait, j'avais pas le temps. J'ai fini mes études, ensuite, je me suis lancée dans des études de droit, donc j'avais encore moins le Ah temps. oui, d'accord. Ok. Et, mais oui, je faisais des chroniques et puis petit à petit, en fait, tu te lis avec les gens, tu parles de livres et puis tu te dis, ah ouais, c'est cool quand même, c'est vachement chouette. Et pour être honnête, les réseaux sociaux, enfin, de ce côté-là, sur Bookstagram, c'était pas ma première fois, on va dire, sur les réseaux sociaux. Mm. Je sais pas si tu as connu, mais il y a quelques années, c'était vraiment, je crois que c'était dans les années 2010, il y avait plein de pages Facebook. Et il y avait des pages Facebook qui étaient vraiment axées sur l'écriture. Et ça s'appelait Ah, Facebook Writing ou Facebook Writers. on Bref, m'en a c'était. parlé, mais j'ai pas connu. Bah, moi, j'ai connu. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Bon, c'était il y a 10 ans en vrai. Je dirais, ça fait bizarre de dire que c'était il y a 10 ans. J'ai l'impression d'être vraiment hyper vieille, Ça alors que pas du rajeunit tout. pas. Ah, ça rajeunit pas du tout. Et bref, puis c'était il y a 10 ans. Et vraiment, tu te liais avec les gens, tu parlais pareil, en fait, de lecture, d'écriture, etc. Et j'avais une expérience vachement positive de ce réseau-là, parce que je tenais une page pendant quelques temps. Et pareil, en fait, ce qui était cool, c'est que tu étais anonyme. Du coup, bah, tu parlais avec plein de gens sans forcément bah, dire d'où tu venais ou sans forcément dire qui t'étais réellement, enfin, ton prénom, ton âge, tout ce qui constitue ton état civil. Et puis, ça te donne une liberté, surtout quand tu es timide et introverti. Tu peux parler plus facilement aux gens, t'es moins, en fait, tu te dis moins, bah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont, surtout quand tu es adolescent, enfin, tu es hyper torturé par plein de trucs. Donc, tu te dis, bah, écoute, c'est le moment. Et ça m'a en fait conforté dans mon idée de me lancer ensuite sur Bookstagram parce que je connaissais un peu, on va dire, les dynamiques, on va dire, parce que vraiment, c'était un peu la même chose. Tu avais des dynamiques de popularité, de sujets qu'il fallait pas évoquer, de choses Mm. que tu savais qui allaient faire un peu sans chez les autres, etc. Je sais plus ce que c'était que ta question, je me suis perdue. La question, c'était ouais, que tu avais commencé par des chroniques. Enfin, Ah je oui, voulais c'est ça. savoir le type de format que tu proposais. Ok, c'était ça. Bah, c'était des chroniques au début. Je parlais, bah, je faisais des avis hyper, tu sais, au début, au Bookstagram, c'était vraiment ça, c'était des avis hyper longs en description de tes photos, etc. Et puis petit à petit, je crois qu'en 2019 et en 2020, j'ai trouvé des comptes en fait un peu qui me parlaient beaucoup plus donc de filles noires, maghrébines, enfin qui me semblaient beaucoup plus proches parce qu'elles parlaient de choses que je connaissais vraiment de la vie quotidienne, on va dire. Mm. Donc ensuite, tu as eu 2020 avec ce qui s'est passé avec George Floyd et tout le mouvement pardon, Black Lives Matter, donc qui a fait sens en beaucoup de monde et qui a fait en sorte qu'il y ait une libération de la parole sur Mm. Bookstagram, surtout le Bookstagram francophone, parce que c'est des sujets qui étaient vraiment pas évoqués avant. Tu avais des chroniques sur le racisme, mais bon, c'était, voilà, quoi, enfin, je suis émue, le livre au coup Ouais. de poing, livre au coup de cœur. Et bref, qui faisait pas vraiment ça. Tu sentais que les chroniques étaient vachement éloignées, en fait, de ce que toi, tu connaissais. Mm. Et bon, petit à petit, du coup, mon compte, c'est un peu. Enfin, je suis devenue beaucoup plus, on va dire, engagée et vocale plutôt sur certains sujets. Parce que j'ai toujours été engagée dans ma vie, ça va pas changé depuis que je suis toute petite. D'accord. Donc, et bref, ça a commencé à faire sens. Et puis, on parlait avec plus en plus de monde, pardon. Et puis surtout,
ce que je voyais pas du tout avant, c'était vraiment les comptes, on va dire, musulmans. Donc, les comptes tenus par des femmes musulmanes qui disaient qu'elles étaient musulmanes et qui, pas l'assumer, mais qui le cachaient moins parce que tu étais moins stigmatisée, on va dire, étant donné que bah, tu avais vraiment. Tu as beaucoup de gens, en fait, qui ont commencé à, j'ai pas envie de dire assumer, mais avoir moins peur, on va dire, d'être stigmatisés et discriminés aussi sur Internet. Donc, à partir de ce moment-là, bah, je faisais vraiment je dénonçais beaucoup de choses. Je faisais des analyses un peu plus poussées, on va dire, sur des livres que je trouvais stigmatisants, discriminants et parfois racistes. Et ok. Et du coup, par rapport à ce que tu me dis, est-ce que les gens qui te suivaient avant que tu sois moins engagé, entre guillemets, ont continué ton suivi sur ce changement de ligne éditoriale? Je pense qu'en fait, j'ai été de plus en plus suivie à partir du moment où j'ai changé ma ligne éditoriale. Donc avant, c'était vraiment un compte parmi tant d'autres. Bon, c'était aussi le cas après, mais beaucoup moins dans le sens où j'avais plus de discussions, je me reconnaissais plus en fait auprès des personnes qui me suivaient. Et je pense que c'était pareil, c'était vraiment interdépendant, on va dire que eux se reconnaissaient plus en ce que je faisais et moi je me reconnaissais plus en ce que je proposais et dans les discussions que j'avais avec certaines personnes. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, c'est devenu, j'ai vraiment mis en plus la lecture de côté à un moment donné parce que ça permettait aussi de parler de beaucoup plus de choses. Donc, on partait de la lecture et puis bah, la lecture, c'est un peu, c'est la vie. Ouais, ça amène un sujet de discussion. Ça amène à beaucoup de sujets de discussion. Puis même les fantaisies, etc. C'est des mondes qui sont quand même calqués sur nos univers à nous, avec des dynamiques qu'on retrouve dans la vie, peut-être pas avec des trolls ou des fées ou je ne sais quoi qui se baladent dans la rue, mais tu as beaucoup de choses qui se retrouvent dans les livres, etc. Et ça amène à beaucoup de discussions. Donc, j'ai été bizarrement de plus en plus suivie, on va dire, jusqu'à ce qu'il y ait eu on va dire, un point où je pense que les gens étaient fatigués. Moi, j'étais fatiguée. Ouais. Et ça s'est arrêté. Mais on va dire que j'ai pas eu de retour négatif suite au changement de ma ligne éditoriale. D'accord. Ouais, il y a de plus en plus de gens qui se sont reconnus, du coup, suite à tes posts. C'est ça. D'accord. Et ouais, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter, du coup? Mais justement, j'étais fatiguée. Je pense que j'ai passé 2 ans. Ouais, je crois que j'ai arrêté 1 an, on va dire. J'ai arrêté en 2021, il me semble. Je me souviens plus exactement. Je crois que c'était ça en juillet 2021. Et en fait, après 2020, en fait, en 2019, en fait, j'ai fait un tri. J'ai fait un tri dans ma mémoire après avoir quitté tout ça et j'en ai reparlé avec certaines de mes amies et j'ai retrouvé en fait dans mes archives des photos, etc. Et je me souviens qu'en 2019, il y avait eu une polémique autour d'un livre qui faisait du whitewashing avec d'une maison d'édition très jeune, on va dire, et ça avait vraiment fait un tollé. C'était reçu vraiment beaucoup de retours pas hyper positifs. Bon, vu ce qui avait été fait, c'était un peu, on va dire, logique. Et à partir de ce moment-là, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés à avoir un ras-le-bol. Il y a eu une libération de la parole. Ensuite, en 2020, il y a eu ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a eu un impact phénoménal dans le monde entier. Et il y a eu vraiment, à partir de ce moment-là, un boom, en fait, et je veux dire, un élan de dénonciation sur Bookstagram, aussi bien sur le Bookstagram anglophone que le Bookstagram francophone. Surtout qu'en fait, il y a eu plus de comptes qui se sont tournés vers la lecture en anglais, justement parce qu'ils ne trouvaient plus, ils ne trouvaient pas du tout, en fait, ils n'ont jamais trop, on va dire, de livres auxquels s'identifier, tu vois. Auxquels s'identifier. Donc, en anglais, on a su petit à petit lire en anglais. On sait même, certains se sont mis à lire en anglais alors qu'au début, ils ne parlaient pas du tout un mot d'anglais, ils lisaient vraiment pas, ils avaient du mal, etc. Tout ça pour retrouver des livres qui leur parlaient un peu plus et qui leur ressemblaient. Et aussi, il faut le dire, je pense que ce n'était pas qu'une question d'identification parce que je sais que personnellement, en fait, je me suis posé la question et je me suis demandé, quand tu étais jeune, est-ce que tu as eu besoin en fait, de t'identifier dans les livres, dans la littérature? Pour le coup, ça n'a pas été mon cas, simplement parce que, comme je disais, en fait, je consommais les livres, je lisais tout ce qui me tombait sur la main et je ne m'imaginais pas les personnages comme étant blancs ou comme étant. Vraiment, alors qu'ils étaient blancs, hein, c'était marqué noir sur blanc, une jeune fille blonde aux yeux bleus, blabla. Et je n'avais pas ce besoin, on va dire, d'identification dans la littérature. Par contre, je l'avais, on va dire, à la télévision et dans tout ce qui était visuel. Ça, vraiment, je le sentais. Ouais, c'est marrant que tu dis ceci. Quand j'étais petite, je sentais vraiment qu'il y avait un problème. Je le savais. Puis en plus, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui mettaient des choses sur les mots, des mots sur les choses plutôt, pour me dire clairement, voilà, ça va être compliqué.
il se passe ci, il se passe ça. Donc, depuis que je suis toute petite, c'est des choses que je sais, j'ai grandi avec. Et quand j'ai découvert la littérature anglophone, là, je me suis dit, ah oui, il y a quelque chose à faire. Mais on va dire, étant nord-africaine, je me suis pas identifiée à des personnages nord-africains, étant donné que la communauté nord-africaine, pardon, est beaucoup plus petite dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Donc, on va dire que s'il y avait des personnages auxquels je m'identifiais, c'était des personnages arabes, ce qui n'est pas la même chose parce qu'on n'a pas des mêmes régions. D'accord. Ensuite, il y a eu des personnages musulmans, c'était encore plus compliqué à trouver en France, dans la littérature. On va dire produite surtout par en fiction. surtout en fiction, et puis ce que tu trouves dans les films, etc., c'est pas trop ça. Donc, bon, je sais plus ah oui, pourquoi j'ai arrêté. Je suis désolée, je m'éparpille beaucoup, mais c'est toujours comme ça quand je commence à parler. Non, mais c'est parfait. Donc, j'ai arrêté parce que justement, en fait, j'étais fatiguée de dénoncer ça. J'étais fatiguée de taguer des maisons d'édition et de leur dire, écoute, tu fais, c'est pas forcément ouf. En plus, en fait, j'ai eu on va dire j'ai pas envie d'appeler ça des polémiques parce que c'était pas le cas, mais il y a eu des axes, en fait, de mes côtés, des moments où je m'indignais, on va dire, sur les réseaux sociaux et où on s'indignait parce que c'était vraiment quelque chose de collectif, où ça me prenait vraiment, ça prenait sur mon temps et fait sur ma vie personnelle. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, un livre où vraiment c'était vraiment catastrophique et où j'avais des mille personnes qui regardaient mes stories, qui regardaient, j'avais vraiment décortiqué le livre point par point. J'ai vu le dossier que tu as fait. Ouais, et juste, bref, ça devenait impossible parce que j'avais des gens dans mes DM, pas forcément insultants, tu vois, mais c'était quand même de la charge mentale qui venait me raconter des choses parfois privées en plus sur d'autres personnes. Et moi, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre ou de lire. Ça m'intéresse pas du tout, même. T'es pas là pour ça. Ouais, pas du tout. Puis ça devenait des ragots, des cercles vraiment, auxquels je m'identifiais pas, tu vois. C'est des choses qui personnellement, je fais pas dans ma vie réelle, donc je vois pas pourquoi je le ferais dans ma vie numérique. Puis tu avais des choses, et puis parfois c'était du copinage, tu vois. Tu voyais des auteurs qui n'étaient pas copains avec certains auteurs et qui, pendant à certains moments de la vie des auteurs qui étaient, on va dire, sous le feu des projecteurs et pas forcément pour de bonnes raisons, ils se permettaient de venir dans les DM de certaines personnes pour raconter de la vie de ces jours-là. Et puis, tu vois, on reste comme des êtres humains et c'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre ou de lire. En fait, vraiment, j'ai quitté pas parce que je trouvais ça, pas parce que j'ai eu des réactions négatives ou que j'ai subi du racisme ou de l'islamophobie, etc. sur les réseaux sociaux, pas du tout. À certains moments, il y a eu des moments où il y a eu des raids de harcèlement qui débutaient, mais bon, tu vois, je suis quelqu'un d'hyper méticuleux et d'hyper précautionneux, on va dire, et tu vois, il y a des choses qui m'inquiétaient. Je me rappelle que à certains moments, quand je dénonçais des choses, il y a des gens qui se permettaient de prendre des screens de mes stories et de les mettre, sur d'autres réseaux sociaux où je n'étais pas. Et personnellement, quand je peux pas contrôler, on va dire, ce qui est diffusé de mon contenu ou autre, ça m'inquiète parce que je sais ce qu'il y a derrière les réseaux sociaux, etc. Et c'est pas toujours positif, tu vois. J'ai pas envie que des photos de ma tête circulent un peu partout alors que j'ai demandé expressément que ça ne soit pas fait. Bref, il y avait de ça, il y avait aussi le fait que, en fait, je lisais plus, je prenais plus aucun plaisir à lire et ça me prenait beaucoup de temps de militer, etc. Et ça devenait vraiment difficile parce que ça me prenait à cœur, tu vois. C'est des sujets qui sont des sujets de nos vies quotidiennes. Lutter contre le racisme, nous, on ne le fait pas par plaisir, tu vois, on le fait parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc, j'aurais bien eu envie on aurait bien aimé, on aurait tous bien eu envie de ne pas penser à ça, de ne pas se lever le matin en se disant, ah oui, quand même, aujourd'hui, évite de regarder l'actualité parce que c'est sombre, tu vois. Donc bon, ça, j'en ai vraiment eu assez, j'étais fatiguée et puis aussi, j'ai commencé à ressentir le fait que, en fait, on m'envoyait beaucoup de choses. Regarde ce que cet auteur a fait, regarde ce que cette personne a dit, regarde ça, c'est indignant. Oui, c'est indignant, mais aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'y penser. Tu vois, j'ai pas journaliste du j'ai un métier, j'ai des choses à faire. Bref, ça devenait épuisant et puis c'était pas forcément, tu vois, des choses qui étaient, on va dire, perçues par les autres, qu'ils soient, on va dire, minorés ou pas. Parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, on était dans une niche de personnes qui étaient en colère. Et que cette niche de personnes en colère me rendait en colère, alors que je ne l'étais pas forcément autant, parce que j'ai réussi à faire un travail sur moi-même à un certain moment pour me dire, écoute, tu vois, c'est pas être défaitiste que de dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire que le racisme, c'est mal ou que ça me casse la tête ou que ça impacte ma vie et la vie d'autrui.
j'aimerais bien pouvoir respirer un peu sans me Oui, c'est ça, sentir on a le droit de oppressée par tout ça. vivre Totalement. et Et gaiement. gaiement. Et tu vois, je me rendais compte que je devenais aigrie, D'accord. auprès de mes proches, parce que je sais que j'aimais bien raconter tout ça à mon frère, parce que Ah oui? tu vois, il est proche de mon âge, et enfin, je sais que c'est des choses qu'il comprend encore plus parce que c'est un homme nord-africain en France, et que les contrôles de police, le racisme en banlieue Mm. parisienne en plus, enfin, c'est des choses de son quotidien. Et enfin, lui-même me disait parfois, mais en fait, là, tu es en colère, je comprends pourquoi, mais en même temps, enfin, calme-toi. Tu vois, là, tu commences ça commence à prendre de ta santé, enfin, il faut quand même se calmer. Mm. Et enfin, tu vois, c'est pas grave que quelqu'un te dise, calme-toi alors que tu es en colère. Mais quand c'est quelqu'un qui t'aime, tu sais que il n'a pas forcément de. Enfin, il voit enfin, il essaye de faire en sorte que tu ailles mieux et que tu ailles bien, tu vois. Et je sais que niveau anxiété, ça devenait infernal. Enfin, je sais que parfois, je voyais des choses, j'étais tellement en colère en fait que j'avais les mains qui tremblaient. Tu vois, j'ai un phénomène que je connaissais pas avant sur moi-même, c'est que j'avais les mains toutes froides, je me sentais pas bien, D'accord. j'étais en colère, etc. Et tu vois, cette niche de personnes-là étaient dans le même état que toi. Donc en fait, tu Mm. n'en as aucun dans le groupe qui te disait, ah bah oui, quand même, là, il va falloir se calmer. Ouais, il y a personne pour apaiser la C'est situation. ça, tu vois. Et tu t'engrainais enfin, on s'engrainait tous entre nous-mêmes, et tu vois, enfin, c'est compréhensible, c'est pour des raisons légitimes. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu vois, enfin, j'arrivais plus à dissocier, en fait, ma vie, tout ce qui se passait en ligne, tout ce qui se passait dans l'actualité. En plus, c'était une période hyper anxiogène, Covid, Mm. tout ce qui était lié au racisme, aux violences policières. Ensuite, il y a eu les présidentielles. Enfin, bref, j'étais dans un gouffre. Ah Ça ouais, là, c'est... ça arrêtait vraiment. Enfin, en plus, j'étais en sciences politiques, donc tu vois, je me tapais ça en ligne, dans la vie, à l'école. Enfin, c'était plus Ouais. possible. Mm. Donc, je me suis dit à un moment donné, en fait, soit tu te calmes Mm. et tu essayes en fait de trouver une solution pour aller mieux, et puis pour pas pour plus que ça t'impacte autant, parce que c'est des choses qui vont te suivre toute ta vie, en fait, tout simplement. Et enfin, on peut être aussi positif qu'on veut, on peut envisager un avenir aussi beau qu'on veut l'avoir. On va dire que la réalité, elle n'est pas aussi belle Ça que ça. reste Et ouais, toute notre vie. Ouais. tu vois, enfin, il faut essayer aussi enfin, de voir les choses un peu différemment, on va dire. Tu vois, enfin, voir des Mm. gens qui se font tuer parce qu'ils sont noirs, ou parce qu'ils sont arabes, ou parce qu'ils sont asiatiques, ou bref, pour toutes les raisons que peuvent trouver les personnes privilégiées dans ce monde. Ça fait pas plaisir, ça fait mal au cœur, ça te donne envie de pleurer, ça te donne envie de t'enfermer chez toi, te mettre dans le noir et vraiment attendre Mm. que les choses passent. Et, j'ai pas envie, tu vois, de mourir de désespoir, on va dire. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de positif. Ma mère, c'est quelqu'un de positif. Quand je vois ce que mes parents ont vécu dans ce pays et ce qu'ils ont fait en fait pour s'en sortir et pour qu'on s'en sorte, Mm. j'ai pas envie de me dire demain, écoute, j'ai pas envie d'avancer. Enfin, je sais pas Ouais, comment tu veux pas l'expliquer. baisser les bras, quoi. Ça. Je, Mm. je sais qu'en fait, il n'y a pas que des choses négatives dans ce monde. Enfin, et puis il y a une phrase qu'une amie m'a dite très récemment, et ça a encore en plus changé. Enfin, ça m'a conforté en fait dans cette volonté de ne plus voir les choses aussi négativement. Elle m'a dit, en fait, moi, quand je vous voyais avec une autre amie, elle me dit ça, quand je vous voyais, en fait, toujours en train d'être militante, hyper engagée, en train de vous casser la tête à parler à des gens qui, en face, ne comprenaient pas forcément, en fait, autant d'engouement et autant de colère, etc. En fait, je Mm. ne comprenais pas pourquoi vous faisiez ça. Et elle me disait ça, alors que, tu vois, elle-même, c'est une femme musulmane, une femme qui porte le hijab, etc. en France, tu vois. Donc, elle connaît très bien tout ce qui se passe, toutes ces réalités-là. Et elle me disait, mais en fait, je ne comprenais pas pourquoi, parce que je me disais qu'en fait, vous étiez en train de perdre votre temps. Parce que Mm. vous parliez à des gens de choses qui, au final, ne vont pas forcément changer. Et elle m'a dit ensuite, mais en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est pas le monde que vous essayez de changer, mais plutôt les choses qui sont autour de vous. Et que, en fait, ça l'a fait se rendre compte que c'était possible d'améliorer les choses autour de toi, et que ça participe en fait au changement, entre guillemets, sur le long terme, mais Ouais, global. un changement un peu plus massif, global. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'essayais en fait de faire sans forcément m'en rendre compte sur le moment donné, mais qu'à un moment donné, en fait, je pensais vraiment pouvoir changer le monde. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça a tourné un peu au fiasco, parce que tu peux pas changer le monde tout seul. C'est David contre Goliath. C'est compliqué, tu vois. C'est vraiment très compliqué, mais qu'en changeant un peu de perspective, tu te sens mieux, et puis c'est plus facile de faire les choses. Donc voilà Mm. pourquoi j'ai arrêté mon compte, parce que ça devenait vraiment anxiogène pour moi, pour mes proches et pour ma vie, tu vois. Donc je ne voulais plus être en colère, tout simplement, tout le temps. Voilà, c'est ça. Ok. Je voulais plus être tout le temps en colère.
Voilà. Et ça a Mhm. marché, hein, je vais beaucoup Ça, mieux. est-ce que ça, ouais, j'allais te demander, est-ce que Je ça vais va beaucoup mieux? mieux. Donc, franchement, j'ai vu la différence en fait. J'ai vu que en changeant pardon, ma façon de voir les choses, mon entourage aussi, et en changeant en fait mon cercle numérique, on va dire, c'est devenu beaucoup plus facile parce que c'est devenu beaucoup plus, comment dire? En fait, j'ai vu beaucoup plus enfin, j'ai vu les choses avec beaucoup plus d'espoir, on va dire. Enfin, j'étais plus autant défaitiste et autant en colère, etc. Tu vois, maintenant, je vois des choses, enfin, ça n'a pas changé. Si je vois une chose qui m'agace, bah, je vais mettre ma petite story et je vais, Je tu vois vois, ton sens. voilà. Mais de temps en temps, je me dis, bah, écoute, est-ce que là, ça en vaut la peine, quoi? Est-ce que là, ce que tu Mm. comptes faire, ça va pas plus t'impacter toi que changer les choses ou, est-ce que ça va pas aussi impacter autrui? Parce que je sais que j'en ai parlé avec mes certaines amies après, c'est qu'elles m'ont dit, bah, parfois, en fait, bah, à force, en fait, on voyait 10 000 stories sur les mêmes choses, tu vois, qui n'étaient pas forcément positives. Et nous-mêmes, en étant des personnes bah, minorées, des personnes noires, des personnes musulmanes, etc., enfin, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir aussi quand Ouais. on essaye de s'évader un peu de la réalité, tu vois. Mm. Et ça, c'est totalement différent pour moi que d'entendre bah, certaines personnes dire, bah, écoutez, vous êtes en train de nous déranger. Tu vois, là, c'est vraiment des Euh, personnes qui essaient de dire, bah, tu me déranges parce qu'en fait, bah, ce que tu dis, ça me dérange. Mais là, tu entends d'autres personnes qui te disent, bah, ça me dérange parce que ça me fait mal au cœur de voir ça aussi quand j'essaye de passer à autre chose et de me changer un mm. peu les idées, tu vois. Donc, voilà. Ouais, ça C'est, dépend. Enfin, les gens n'ont pas forcément les mêmes perspectives, surtout quand ils ne sont pas concernés. ouais, totalement. Enfin, c'est un peu compliqué, surtout que bah, l'espace numérique, c'est un peu comme l'espace réel, on va dire. Enfin, tu as de tout, en fait. Tu peux pas savoir. C'est vraiment une reproduction sociale de ce qui se passe dans la Mm. réalité. Donc, enfin, c'était devenu compliqué, je pense, pour beaucoup de monde, hein. Enfin, moi, je l'ai vu après, en 2021-2022, j'ai bien vu que bah, c'était plus la même atmosphère, tu vois. Enfin, au début, c'était. Enfin, t'as beaucoup de gens aussi qui se sentaient concernés parce qu'ils l'étaient, hein. Enfin, ça concerne tout le monde, tout ce qui est racisme, toutes les discriminations de ce monde, ça nous concerne tous, tu vois. Enfin, on est tous touchés, enfin, on fait tous involontairement du mal à autrui. Mm. Donc, parce que le système est fait comme ça, mais enfin, j'ai bien vu qu'après, en 2022, ça a agacé beaucoup les gens aussi parce que enfin, c'était en continu, tu vois. Et ça aussi, je peux comprendre, même si enfin, c'est différent, encore une fois, quand tu es gêné parce que c'est quelque chose que tu n'as pas envie de voir. Ou bien, est-ce que tu es gêné parce que c'est quelque chose que tu vois, qui te concerne, qui te fait mal au cœur, etc. Et parce que là, tu arrives à un point où bah, si ça devient compliqué de gérer la vie, le numérique, etc. etc. Ouais, c'est vrai que c'est deux perspectives, tu peux pas forcément le savoir. Enfin, les gens vont pas forcément venir vers toi pour te dire soit si tu m'as dérangé ou j'ai pas envie puisque ça va pas aujourd'hui, quoi. Mm. Et est-ce que tu suis encore l'actualité littéraire Franchement, pas toutes, parce que enfin, je lis plus vraiment en français. Donc, D'accord. ça m'a un peu mis de côté tout ce qui était maison d'édition française. Que bon, à la longue, enfin, tu vois, je veux bien, on apprend, ça prend du temps, etc. Mais bon, à un moment donné, je pense qu'il y a aussi beaucoup de mauvaise foi. Et je pense qu'on oublie aussi, Ouais. tu vois, qu'en face, ce sont des entreprises et Ah qu'on bah est oui. aussi dans un système économique. Donc, bon, il faut, tu vois, enfin, se battre Mm. contre des entreprises, etc. Et parfois contre des entreprises qui sont quand même assez ancrées dans le système français. C'est très compliqué. Mm. Et enfin, même pour elles, enfin, je perçois très facilement, enfin, je pense qu'on a tous perçu très facilement qu'il y a eu un changement et il y a aussi une capitalisation de certaines luttes, tu vois. Donc, personnellement, c'est des choses avec lesquelles j'étais plus du tout à l'aise. Donc, je me suis tournée vers le monde anglophone. Après, je pense qu'il faut aussi être honnête en se disant que le monde anglophone, c'est pas forcément mieux. Ouais, c'est ce que je me C'est-à-dire disais que, ouais, aussi. Même au niveau des statistiques, ils sont pas forcément mieux que nous en termes de totalement, représentation. Mais totalement. c'est juste qu'on a l'impression qu'il y en a plus, mais c'est parce qu'ils sont beaucoup plus que nous, tout simplement. Ouais, exactement. Et puis, je pense qu'aussi, tu vois, le fait de voir bah, des personnes racisées, etc., enfin, écrire, être publiées, etc., dans le monde anglophone, ça nous paraît comme étant une avancée extraordinaire. C'est juste que si on, enfin, tu vois, c'est deux contextes différents, c'est deux histoires Ça, différentes aussi. ouais.
Donc, la comparaison, elle n'est pas forcément toujours pertinente à mon sens. En plus, quand tu regardes en France, moi, quand je regarde la difficulté pour les personnes qui me ressemblent, donc les personnes nord-africaines, musulmanes, bref, tu peux ajouter les difficultés, on va dire, à chaque fois que tu as un pan de ton identité que tu veux voir représenté. Mais je vois que c'est vraiment compliqué, mais à un point. Mais pour te dire, quand j'y réfléchis, je peux te citer un livre avec une représentation qui, à mon sens, a été, on va dire, bien faite parce qu'elle a été faite par une personne nord-africaine, Yasmine Jebel. Ah oui, Sierra Leone. Ouais. Et ça a été publié l'année dernière. J'ai 26 ans, tu vois. Je veux dire, être représentée une fois en 26 ans. C'est un peu ridicule, entre guillemets. Tu vois, c'est assez spécial. Du côté des littératures avec des personnages musulmans, je pourrais pas t'en citer en France. À mon sens, il y a toujours un problème. Donc, tu vois, c'est compliqué. Et quand tu vois ça, quand tu connais l'histoire en fait de la France avec l'Afrique du Nord, une histoire un peu forcée, un peu beaucoup, tu te dis que c'est quand même assez ridicule et qu'on est quand même. Je déteste dire ça, dire qu'on est quand même en 2023. Je déteste dire ça parce qu'on aurait été en 2000, on aurait été, tu vois, mais comme le temps avance, tu te dis que les choses elles vont peut-être avancer. Mais quand tu regardes en fait la représentation des personnes nord-africaines en France, pas tant que ça au final. Ça reste une représentation très stigmatisante, très coloniale aussi, dans laquelle personnellement je me reconnais pas du tout. Donc bon, tu vois, si j'avais des enfants aujourd'hui, je pense que la télé ce serait compliqué. Je ne l'allumerai pas, je pense. Pour le coup, le cinéma c'est pareil. Et les livres, j'aurais pas d'inquiétude parce qu'il y en a pas. Donc moi, tu vois. Il ne faut pas se tourner vers quelque chose où il n'y a rien. Exactement. Ouais. Tu vois, bref, c'est vraiment ridicule, etc. Et je pense que tu vois, le fait que les lecteurs se tournent de plus en plus vers la littérature anglophone, ça fait partie un peu. Ça agrandit le problème un peu indirectement et pas forcément à cause des lecteurs, tu vois, mais c'est juste que comme les gens voient, les maisons d'édition voient qu'il y a de plus en plus de livres anglais qui intéressent les lecteurs français, tu as de plus en plus de traductions. Ouais, c'est ça, oui. Et ça devient une excuse. Ça ne résout pas forcément le problème, ouais. Ça devient une excuse pour ne pas publier des auteurs français. Donc, bon, ça Je suis d'accord avec toi. Tu te dis, écoute, en fait, il y a toujours un problème, il y a toujours une excuse pour ne pas publier des auteurs français c'est ça. quand ils sont racisés, bref. Mais du coup, non, je ne suis plus forcément à l'actualité française. Du côté des maisons d'édition, c'est un peu éloigné. Mais en fait, je vois de temps en temps passer certaines polémiques, tu vois. Et j'aime pas appeler ça des polémiques, mais je vois pas d'autres mots actuellement pour désigner tout ça. Mais je veux dire d'autres colères ou je sais pas comment appeler ça, mais bon, je vais rester sur le mot polémique. Je vois de temps en temps passer certaines polémiques et certaines colères, etc., tu vois, de la part des lecteurs. Mais on va dire que je me sens plus autant engagée dans tout ça qu'avant, tu vois. Je me dis juste que d'autres personnes vont s'en charger. Et puis des fois, je t'avoue que je vois... la manière dont c'est fait, parfois, ça me dérange beaucoup, tu vois, parce que je trouve que on peut dénoncer, être en colère pour des raisons totalement légitimes, mais je trouve que, il y a parfois beaucoup, 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 beaucoup de maladresse, on va dire, et aussi beaucoup de mauvaise foi de la part des lecteurs aussi. Donc, je trouve que ça devient un beau chaos, tu vois. Et ça me plaît de regarder ça de loin parce que je me dis que je ne suis plus autant engagée émotionnellement qu'avant. Donc, ça risque pas de m'impacter, tu vois, on va dire. Et c'est un peu égoïste de dire ça, mais je pense qu'on a le droit d'être égoïste aussi en tant que personne racisée dans ce pays. Ça nous épargne beaucoup de maux au niveau de la santé mentale. Donc, franchement, si j'ai un conseil à donner à ceux qui m'écoutent et qui sont fatigués, soyez égoïstes et puis coupez, tu vois, parfois, minutez certaines stories, ne vous engagez pas dans certains combats qui vont au final vous impacter plus qu'autre chose. Tu vois, quand tu regardes la finalité, tu te dis, écoute, je me suis cassé la tête pour au final, rien, quoi. Quand je dis rien, c'est au niveau des résultats, en fait, tu vois, au niveau de ce qui va arriver, tu vois. Je pense qu'on est un peu tous fatigués. Et puis, je me dis parfois, il vaut mieux privilégier sa santé mentale et éviter de finir enfermé chez soi, dans le noir, etc. Je pense qu'on a aussi le droit au bonheur. Donc, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que j'ai remarqué pas mal de départs ou de pauses de la part de certains comptes qui étaient engagés. Ouais, je pense qu'il y a un ras-le-bol.
Ça, je pense qu'il y a eu un ras-le-bol, pardon, et je pense qu'il y a aussi une difficulté de notre part quand on. Parce qu'en fait, tu vois, c'est normal, parce que je ne sais pas si les gens qui ne vivent pas tout ça peuvent comprendre. Mais c'est juste que quand on se met à parler de certaines choses, tu vois, tu parles de ta vie, tu parles de tes expériences, tu essaies de mettre aussi, de vulgariser certaines choses qui sont sociologiques, qui sont volontairement mises de côté aussi, on va dire, dans l'actualité, etc. Parce qu'on voit beaucoup de choses et on dit, ah mais oui, mais c'est bizarre, personne ne l'a étudié, etc. Mais si, les gens l'ont étudié, mais tu vois, c'est des sujets de recherche qui ne sont pas forcément prisés en France parce que c'est des choses qui dérangent. Mm. Et quand tu te mets à parler de tout ça, etc., tu sais que c'est des choses qui sont des choses de ta vie quotidienne, tu vois. Quand on s'est mis à parler du racisme et à dénoncer le sexisme, etc., à dénoncer, pardon, l'intersectionnalité de certaines discriminations, etc. Tu vois, c'est des choses qu'on connaissait sans forcément parfois mettre des mots dessus, sans forcément pouvoir t'expliquer sociologiquement ce que ça amène, ce que ça veut dire, ce que politiquement, les impacts que ça a sur nos vies, etc. Mais c'est des choses qui, concrètement, quand on parle avec des personnes qui n'ont pas fait d'études en France ou qui n'ont pas, des personnes immigrées, etc., qui sont arrivées il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, tu vois, elles ne pouvaient pas mettre de mots dessus, mais elles te diront oui, ça je l'ai vécu, ça, etc., on l'a vu. Pour elles, c'est un cycle qui se répète, tu vois. Et quand tu es autant engagé dans tout ça, parce que c'est ta vie, tout simplement, tu as du mal à mettre des limites, en fait, à ce que tu vas pouvoir faire, à ce que tu vas pouvoir dire, etc., parce que c'est ta vie. Et que tu te dis, c'est des choses que je ressens, c'est des choses que je vis, donc c'est des choses que j'explique aux autres, tu vois. Mais en fait, à un moment donné, je pense que tu t'engages tellement émotionnellement, ça ouvre tellement de vannes qui sont traumatiques, des choses que tu n'as pas forcément pu en fait soigner ou tout simplement comprendre, ou des choses dont tu n'as pas parlé, etc. Que ça devient vraiment un chaos. Et autant parce que tu parles de ça avec des personnes qui sont dans les mêmes problématiques que toi, à un degré forcément qui est parfois plus élevé que le tien ou parfois plus bas que le tien, que tu te rends compte, en fait, au final, que tu vas pas t'en sortir, en fait. Tu te dis, mais en fait, là, je reçois tellement de choses et je donne tellement de choses, je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, quand tu arrives à un point où tu te dis que là, tu es engagé plus que tu ne pensais dans une chose émotionnellement, et que ça t'impacte, en fait, vraiment négativement, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu te mettes sur pause, il faut que tu t'arrêtes. Et vraiment, moi, ce que j'ai du mal à faire, c'est vraiment couper tout. Ça a été hyper compliqué parce que, en fait, tu es tellement engagé dans ça que tu te fais des amis, que tu parles de. En fait, ça te fait du bien de parler de tout ça, mais en même temps, c'est des gens que tu ne vois pas dans la vie réelle. C'est-à-dire que moi, je vais parler avec quelqu'un sur Instagram, le lendemain, il va m'envoyer des messages, il va me dire, écoute, t'as vu ce qui s'est passé hier, oh purée, franchement, c'est n'importe quoi, bref, c'est ci, c'est ça. Il y a une autre personne qui t'envoie ça, il y a des groupes qui se font, tu parles avec ces gens-là, tu t'engraines dans tout ça, en fait, et pas forcément en ayant une mauvaise intention derrière la tête, parce que tu te dis, il faut que j'en parle, en fait, là, c'est quelque chose qui me dépasse, il faut que j'en parle à quelqu'un. Et dans ta vie, en fait, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire que tu as continué à avancer avec tes proches, tu as continué à aller au travail, à faire tes études, etc., etc. Donc, tu vois, il arrive un moment où tu as vraiment un gros contraste, en fait, entre ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe dans ta vie. Et il y a quelque chose qui fait qu'à bout d'un moment, ça ne suit plus. C'est-à-dire qu'autour de toi, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi, mon frère me disait, mais calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en voiture, tu es en train de me raconter quelque chose, tu es hyper énervé, tu es en train de me dire, ouais, mais etc. Tu vois, c'est des choses qu'en plus, les gens autour de toi qui ne sont pas sur Internet avec toi ne comprennent pas forcément, tu vois. Ça empiète un peu trop. C'est ça empiète sur ta vie. Et là, pour moi, personnellement, je pense qu'à un moment donné, quand ça empiète trop sur ta vie privée, quand ça finit par empiéter trop sur ta santé mentale, et à un moment donné, il faut s'arrêter parce que ça peut empiéter aussi sur ta santé physique. Et à ce moment-là, tu vois, c'est des choses qui je pense qu'on peut s'éviter, tu vois, donc ça devient hyper compliqué. Et puis comme je dis, tu ouvres beaucoup de vannes traumatiques, tu vois, tu parles de beaucoup de traumas, et au final, après, t'as pas forcément d'accompagnement psychologique à côté, tu vois. Donc, moi, je sais pas comment elles font les personnes qui ont des comptes d'actualité. Je pense notamment à Delphité France. Je sais pas comment elle fait. Franchement, je pense que c'est compliqué. Tous les jours. C'est compliqué. Ah, pareil, mais franchement, je ne suis pas arrivée à ce point, tu vois. Je me dis heureusement. Mais
si on revient à la sphère Booksta, je vois beaucoup, tu vois, de comptes, et surtout que c'est des personnes qui sont jeunes aussi, tu vois. C'est des personnes qui sont jeunes et qui se lancent dans ça parce que bah, c'est injuste ce qui se passe, c'est injuste, c'est hyper injuste et tu as envie de le dire, c'est injuste, tu as envie de le crier au monde, etc. Mais en fait, quand je vois certaines choses, je me dis, elle est en train de se glisser sur une pente qui va l'entraîner bah, dans un burn-out militant et dans un burn-out numérique, tu vois, qui va faire un... Et je le souhaite pas, mais tu vois, il y a des signes qui trompent pas, on va dire. Et parfois, je me dis, en fait, c'est compliqué parce que tu es tellement dedans, t'es tellement, je t'ai dit, tu t'es fait des liens avec certaines personnes, tu t'es fait des amis, etc. Mais quand j'ai quitté, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient vraiment compliquées et que je voyais des signes autour de moi de personnes qui étaient au bout du rouleau, mais vraiment, émotionnellement parlant, je sentais que ça n'allait pas. Donc, je leur disais, mais franchement, lève le pied. Lève le pied parce que là, ça va être compliqué. Tu es hyper engagé dedans. En plus, parfois, tu vois, ça t'aide à ne pas penser pardon, à certains aspects de ta vie où ça va pas du tout, tu vois. Et ça, tu le vois aussi. Et je me dis, en fait, il y a un moment donné où si t'es pas bien entouré, ça peut finir par vraiment un chaos total émotionnel. Et puis, je pense que ça n'en vaut pas la peine, tu vois. Bien évidemment, c'est hyper respectable et hyper beau de voir autant de personnes engagées, tu vois, dans certaines luttes, etc. Parce que bah, c'est des choses tout simplement qui font de toi une personne, on va dire, respectable, tu vois, et intègre, etc. On aimerait que tout le monde soit comme ça, mais le problème, c'est que tu vois, on le voit très bien, c'est qu'il y a certaines personnes qui endossent ce rôle-là, qui se prennent aussi toute la charge négative derrière, toute la charge émotionnelle, les retours, etc. Ça te ferme des portes aussi. Parce que sur Bookstagram, on va pas se mentir, le fait d'être engagé, parfois, en fait, t'es perçu comme une personne en colère parce que tu l'es, mais t'es perçu aussi très rapidement comme une personne hyper agressive. Et ça, bah, ça te ferme beaucoup de portes sur Bookstagram. Après, ben, je pense qu'il faut être honnête, hein, le Bookstagram français, ça va pas te mener non plus à la richesse, tu vois. Et c'est pas non plus le but recherché. Bon, pas pour tout le monde, pas par tout le monde en tout cas. Mais ça te ferme beaucoup de partenariats, ça te ferme beaucoup, beaucoup de portes. Tu vois, je pense que à partir du moment où tu es engagé sur cette voie, justement, bah, tu peux plus retourner, tu vois, au Bookstagram classique où tu fais des reviews, tu reçois des SP, etc., etc., tu vois. Donc, c'est un choix pour moi qui fait que bah, tu te fermes des portes involontairement et contre ta volonté aussi. Parce que parfois, tu te dis, mais ouais, mais là, c'est hyper injuste, je dénonce un truc, etc. Mais je pense aussi qu'il y a des... parfois, on se perd tellement que tu deviens une personne, que tu ne perçois plus réellement la manière dont tu agis. Je sais que parfois, personnellement, il y avait des moments où je me disais, mais en fait, là, je deviens quand même hyper aigrie, je deviens hyper vraiment agressive, tu vois, et c'est une réalité. Et bah, c'est pas comme ça que c'est ça, alors que habituellement, moi, je suis quelqu'un de très calme, je m'énerve rarement dans ma vie. Si je suis en colère, c'est 2 minutes, en fait, je passe très rapidement à autre chose, tu vois, je suis même pas quelqu'un de rancunier ni rien. Et Bookstagram, ça me rendait mais, parfois méchante. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là où je me suis dit, en fait, tu es en colère, c'est légitime, mais ça te donne pas, en fait, ça te donne pas le droit de devenir méchante. Et surtout, moi, en fait, j'avais vraiment honte à un moment donné de me dire que bah, on m'avait pas éduquée comme ça, en fait, tout simplement. Donc, tu vois, ça rend en colère, etc. Mais c'est pas la personne que j'ai envie d'être, tu vois. Donc, bref, en plus, c'est compliqué de dire ça parce que je sais que tu vois, c'est aussi des arguments qui sont utilisés contre toi. C'est-à-dire que quand tu veux dire quelque chose et dénoncer quelque chose, on te dit, mais oui, mais là, t'es agressif. Ouais, c'est Là, essaie de te l'adjectif que calmer, tu vois. C'est je ça, tu supporte vois. pas. Oui. Moi non plus, je ne supporte pas du tout. T'es là, je suis pas agressif, je suis juste en colère parce que bah, ça me rend en colère et que ça devrait aussi te rendre en colère. Mais je pense qu'à un moment donné, tu vois, tu n'arrives pas à faire la distinction entre le moment où tu es légitimement en colère et où tu parais agressive alors que tu l'es pas, et ça devient un argument pour les gens en face de toi pour te dire, bah écoute, tais-toi, en fait, tout simplement, tu me saoules. Et toi, ce que tu racontes, bah écoute, ça m'intéresse pas, ou bien bah je comprends pas. Bref. Et le moment où tu es réellement agressive, où tu fais vraiment de la merde et que personne n'ose te le dire en plus parce que bah, tu es tellement en fait dans le mouvement et tu es tellement entouré de plein de gens qui sont dans la même optique que toi, qui pensent comme toi, etc., que tu as du mal en fait à faire le distinguo entre les deux. Et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit bye bye, parce que je me suis dit, franchement, c'est compliqué. Surtout que En fait, mes tu auras amis, toujours une raison de te mettre en colère. c'est ça, c'est ça. Tu as une raison de te mettre en colère Tous et c'est les jours, tu légitime, vois un hein. truc passer. Exactement. Et c'est légitime, c'est totalement légitime. C'est juste que bah, la colère, c'est un sentiment qui est hyper nocif.
Et je sais pas si les gens se rendent compte, en fait, à quel point la colère, c'est quelque chose de négatif pour ta santé, pour ton bien-être, qu'il soit physique ou mental. Parce que vraiment, je pense que je n'ai jamais été autant en colère que pendant ce moment, ce court moment de ma vie. Et franchement, en fait, honnêtement, quand j'en suis sortie, je me suis dit, mais ça n'allait pas dans ta tête, en fait. C'est parce que je t'ai dit tout à l'heure, mais mes mains devenaient froides. Ça m'était jamais arrivé de ma vie d'avoir les Ouais, mains c'est qui fou. deviennent froides, d'avoir les mains qui tremblent, d'être en colère tout le temps, d'avoir ton anxiété qui monte, en fait, mais sans s'arrêter. Et au final, quand je regardais ma vie autour de moi, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vis en banlieue parisienne, Mm. quand il se passe du racisme, etc., c'est à 2 pas de ma rue, tu vois. Enfin, je sors, même j'ouvre ma fenêtre et je vois des trucs. Bon, après, je suis en train d'exagérer comme d'habitude, mais tu vois, enfin, c'est à côté de chez moi. À Paris, en Île-de-France, etc., il y a énormément de choses qui se passent qui sont de choses négatives qui se passent. Tu as des agressions tous les jours, tu as des actes de racisme tous les jours, etc. Mais il arrive un moment où je les voyais moins dans ma vie quotidienne, où j'en entendais même pas parler dans ma vie quotidienne, ou parce que ça m'arrivait pas, ou parce que ça n'arrivait pas à mes proches, etc. Et pourtant, j'étais toujours autant en colère. J'étais vraiment, mais j'étais plus en colère que mon frère, qui pourtant subissait parfois des choses Mm. assez qui auraient dû me mettre en colère, tu vois. Et pourtant, ça ne le mettait pas autant en colère que je l'étais. Donc je me disais, mais quand même là, enfin, tu vois, enfin, ça rend pas mon sentiment de colère moins légitime. C'est juste que ça devient un peu oppressant pour tout le monde et pour moi-même avant tout, tu vois. Donc, D'accord. vraiment, je le voyais, hein, enfin, honnêtement, et parfois même, je voyais des choses qui, moi, en tant que. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans mes études universitaires, je faisais des mémoires parfois ou des recherches, etc., scientifiques sur le racisme, sur la représentation, sur la Mm. colonisation, etc. Et ce qui m'agaçait aussi beaucoup et ce qui m'a, on va dire, qui m'a, qui m'a qui m'a confortée dans mon idée de ne plus vouloir lire, etc., tout ce qui se passait dans la sphère Bookstagram, qu'elle soit militante ou pas, c'est que je voyais beaucoup de personnes parler de concepts, d'essayer de vulgariser des choses, tu vois, qui n'étaient pas forcément comprises ou qui étaient... enfin, parfois, je me disais même, mais en fait, là, je vois des définitions que moi, là, j'ai vues hier en cours, et aujourd'hui, je vois ça vulgarisé sur Internet d'une manière, en fait, qui rend ce concept totalement faux. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'informations qui circulent, tu n'as pas beaucoup de sources. Ça, c'est Mm. quelque chose qui m'agaçait, mais enfin, ça m'agaçait parce que je voyais tellement de choses qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient. Et au début, je me disais, mais en fait, même moi-même, je partageais des choses Mm. sans forcément me dire, mais en fait, est-ce que ce que je partage est vrai? Est-ce que ce que je partage est-ce qu'il y a une source? Quelle est la source? Tu vois, enfin, tu as des concepts qui tournaient, des choses qui étaient expliquées par des personnes et tu sentais qu'elles ne comprenaient pas ce qu'elles disaient, en fait. Tu sentais que c'était vraiment, et franchement, il n'y avait pas de mauvaise intention, hein, c'est juste qu'elles voulaient parler d'une chose, Mm. elles trouvaient un poste, elles le mettaient, tu avais des postes anglophones qui étaient traduits, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas le même contexte, tu vois, enfin, tu as des choses qui peuvent être traduites à notre contexte, à nous, mais le contexte francophone et le contexte anglophone, il y a des choses qui se rapprochent, mais il y a des choses qui différencient totalement, pardon. Et bref, ça devenait n'importe quoi en termes de contenu, etc. Et je voyais ça et je me disais, mais Mm. enfin, tu vois, je veux plus être associée à ça, de près ou de loin, tu vois. Et je ne veux plus participer à ça aussi. Parce que sans s'en rendre compte, tu vois, on aime bien dire que c'est autrui qui fait n'importe quoi, mais à un moment donné, tu vois, on peut tous déraper très facilement sans forcément s'en rendre compte, Mm. notamment des informations que tu diffuses sur les réseaux sociaux, parce que c'est très rapide, c'est très instantané. Enfin, on l'a vu, hein, en 2020, on a vu qu'il y avait des trucs qui se faisaient, mais c'était n'importe quoi. Enfin, tu as des gens qui. Enfin, c'était parti vraiment en cacahuète. Et je voyais ça, je me disais, ah, oui, là, on Mm. arrive à un point où Ouais, le carré noir. Ouais. c'est carré noir, les gens qui se sont assis pendant des manifs. Enfin, bref, c'était n'importe Oui. quoi. Et bref, c'était compliqué. Et à côté, tu avais du contenu qui était. En fait, ce qui m'agaçait vraiment, c'est que je trouve que ce contenu-là dévalorisait en fait le vrai contenu qui était fait par des militants ou par des personnes qui voulaient expliquer quelque chose. Tu vois. Et je dis pas forcément qu'il faut avoir un bac plus 10 pour vulgariser des choses. Pas du tout ça. C'est juste qu'il faut quand même avoir un minimum lu en fait sur ces Mm. choses-là. Tu vois. Tu peux pas te permettre de vulgariser quelque chose que tu comprends pas toi-même. Enfin, ça n'a pas de sens. Et Ouais, il y bah, avait autre chose que je voulais évoquer. Vas-y, je te laisse parler. Je suis désolée, j'ai grave non, monopolisé. mais non, mais du coup, par rapport aux personnes qui se permettent de. Enfin, je pense surtout à l'appropriation de certains termes
qui s'est un peu généralisé sur Bookstagram. Tu sens clairement qu'il y a un manque déjà de recherche, d'information, et la personne s'approprie un propos qu'elle ne définit pas clairement lorsqu'elle en parle. Ouais, Enfin, je pense totalement. au terme représentation, diversité. Ouais, j'allais le dire. J'allais le dire, le terme diversité, il est Il y a vraiment de la diversité, bon, bah, oui, mais ça veut dire quoi Non, mais totalement. Hein. Même personne racisée, à un moment donné, enfin, moi, je voulais plus employer ce terme parce que je trouvais que ça essentialisait, en fait, plein de personnes en fait, qui étaient liées, mais par le racisme, en fait, tu vois, et par le fait qu'elles étaient diminuées dans une société qui, au final, enfin, créait, en fait, enfin, ne créait pas, enfin, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'historique qui a été en continu, qui ne s'est jamais arrêté. Mais le terme racisé, pour moi, il était de plus en plus utilisé et puis ça a catégorisé plein de personnes sous le même mot. Mais au final, ça ne voulait plus rien dire à mon sens parce que tu avais enfin, on n'est pas, je sais pas comment expliquer ça, mais tu vois, moi, je suis pas une personne racisée. C'est-à-dire que dans la rue, demain, si tu m'appelles en me disant, hey, personne racisée, bah, je vais me retourner, tu vois, enfin, ou bien je vais me retourner et je vais mal te regarder. Mais sur les réseaux sociaux, c'est ça, en fait. C'est que tu as des moments donnés où un terme qui est normalement utilisé dans un contexte sociologique et dans un contexte bien défini est utilisé maintenant, mais pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que là, demain, on va me faire un post en me disant, oui, bah écoute, j'ai pas d'exemple en tête, mais vraiment, ce mot, il a été pour moi utilisé, mais à tort et à travers. Diversité, c'est pareil. Enfin, moi, je suis pas diversité. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, diversité? Enfin, représentation, c'est pareil. Le mot représentation, et franchement, pour le coup, je le dis avec expérience, parce que quand j'ai dû le définir, ce mot-là, dans mon mémoire, mais j'ai passé 3 journées entières à chercher ce que ça voulait dire, parce qu'en fait, il est utilisé dans plein de contextes. Le mot représentation utilisé tout seul, ça veut tout dire et ne rien dire à la fois. Pour te dire, quand tu regardes dans le dictionnaire, le mot représentation, il te parle de représentation visuelle, c'est-à-dire qu'il lit ça à la peinture. Enfin bref, c'est compliqué. Et en plus, quand tu demandes aux gens de t'expliquer ce mot ou de t'expliquer le mot diversité, etc., bah, tu te rends compte très rapidement qu'eux-mêmes ne savent pas l'expliquer. Et bref, c'était utilisé à tort et à travers. Bref, tu as des choses, pour moi, enfin, tu avais plein de combats qui se mélangeaient. Et tu vois, c'est cool d'être, on va dire, à la fin, de se retrouver et de se dire, ah bah oui, on est tous dans une situation qui est hyper discriminante et qui nous impacte pas mal. Mais pour moi, à un moment donné, en fait, ça devenait. En fait, pour moi, comment dire, ça me lésait dans le sens où bah, je me retrouvais plus dans tout ça. En fait, je me disais, mais moi, en tant que personne nord-africaine, plus précisément d'origine tunisienne, musulmane, tu vois, enfin, bah, ce mot-là, je m'identifie pas à ces mots-là, tu vois. Je sais pas de quoi tu parles, je sais pas de qui tu parles. En plus, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, les personnes nord-africaines en France sont vraiment, niveau représentation, c'est zéro, c'est zéro. C'est-à-dire que bah, ça nous lésait encore plus dans ce sens-là, en ce sens que bah, comme on n'est pas représenté du tout, le fait de nous mettre sous un mot qui est vraiment hyper essentialisant et vague, ça invisibilisait un certain combat, tu vois. Et ça invisibilisait le fait qu'on n'était pas représenté du tout. Et je parle de la représentation, c'est un exemple, hein, tu as plein d'autres exemples, etc. Mais bref, comme tu dis, oui, il y a plein de mots qui perdent de leur sens, tu as des mots qui sont utilisés qui ne sont pas compris. Et ce qui est marrant, c'est que bah, avant, justement, tout le monde utilisait ce mot-là, nous y compris, hein, parce qu'on est tous passés par là. Et maintenant, en fait, quand on utilise ce mot-là, bah, tu as plein de gens qui viennent te dire, mais non, il ne faut pas l'utiliser. Et quand tu leur demandes pourquoi, bah, ils ne savent pas non plus te l'expliquer. Donc, tu vois, c'est assez marrant à voir, en fait, de loin, parce que tu te dis, enfin, les choses ne changent pas, tu vois, c'est un cycle qui tourne, etc. Bon, vu que c'est un cycle, c'est normal. Mais il y a des choses qui changent, mais c'est vraiment très minime. C'est-à-dire que c'est vraiment ça s'est reproduit un peu à l'infini, je trouve. Et c'est assez marrant à voir de loin. Mais je pense que ça doit pas être très marrant quand tu es dans le truc, etc. Et que tu te rends compte que bah, ton combat, il est complètement Ouais, ridicule, c'est on ça. va dire. Moi, Mais j'aime bon. bien l'utiliser, mais pour spécifier, on va dire, les personnes minorées ou issues de communautés marginalisées qui sont principalement pas représentées dans le récit. Mais je ne vais jamais dire
Genre, j'ai jamais présenté un livre et dire il y a de la représentation et m'arrêter là, tu vois. Et surtout qu'il y a de la représentation forcément, vu que tu as des personnages, Oui, tu vois. Donc, tout le monde est représenté, tu vois. Donc là, bref, mais c'est... Franchement, non, je trouve que si on regarde ça d'une manière un peu plus positive, euh, je suis quand même assez contente que le débat ait été ouvert parce que du coup, ça permet en fait de parler de tout ça alors qu'on n'en parlait pas du tout avant. Mm. C'est-à-dire que quand tu regardes au niveau des études aussi qui sont faites, le secteur francophone, comme je disais, ça se retrouve au niveau des études aussi, par exemple sur la représentation ou sur tout ce qui est identification à un personnage, etc. Enfin, c'est très compliqué de trouver des sources françaises. Mm. Et comme je disais tout à l'heure, tu trouves des sources anglophones, mais ça ne s'applique pas forcément au contexte français, donc c'est un peu compliqué. Mais je suis assez contente parce que je me dis que toutes ces questions-là, en fait, ça fait qu'il y a plein de nouveaux sujets de mémoire ou de sujets de thèse qui commencent à arriver un peu, tu vois, sur le marché, entre Ouais, guillemets, et c'est ça hyper intéresse de plus en plus intéressant. de monde. Ouais. Ouais. Moi, j'ai essayé de faire des stats par rapport à la veille littéraire que j'effectuais toute l'année. Mm. Et je m'étais rendu compte que pour les personnages, euh, on va dire, issus de communautés marginalisées, pas Mm. forcément racisées, mais ça peut être queer, neuroatypiques, etc., bah, c'était des livres qui étaient essentiellement traduits. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas... Enfin, il n'y a pas forcément énormément d'études par rapport à ça. Je sais que Sarah Guélam avait travaillé dessus, mais après, j'ai pas d'autres, on va dire, référentes, entre guillemets, sur ce sujet-là. Euh, En ayant fait un mémoire spécifiquement sur les femmes nord-africaines, au niveau des sources, c'est vraiment, enfin, t'as rien. Concrètement, t'as rien. Et on va dire que tu as une représentation qui est essentiellement cinématographique, parce que c'est des sujets qui... Enfin, parce que les femmes nord-africaines, tu as beaucoup plus de films sur elles, bah, tu as plus de films sur elles que de livres sur elles, tu vois. Enfin, en tout cas, en jeunesse. Et ça, je le précise bien, parce que c'est vrai que tu as de la représentation dans d'autres genres littéraires. Après, je ne dis pas que c'est la représentation qui est bien faite, loin de là, pas du temps, non. Mais tu as des chercheurs qui se sont intéressés à la question. Le problème, c'est que j'ai un gros problème avec les noms. Bref, je ne sais jamais Mm. redire les noms, mais je sais que tu as. Je crois que ça, c'est Madame Guénif, il me semble. Elle a vraiment étudié sur la question en long, en large et en travers, notamment dans les années 2000. Et elle a beaucoup de sources qui sont hyper intéressantes. Mais pareil, en fait, c'est au niveau de la littérature jeunesse, tu trouveras rien parce que bah il n'y a pas de littérature jeunesse avec des personnes. Enfin, il y a peu de littérature jeunesse avec des personnages nord-africains. Mais franchement, c'est vraiment c'est compliqué de trouver des sources et de s'intéresser. Enfin, quand tu t'intéresses à tout ça, c'est compliqué. Et Mm. j'avais aussi essayé de faire de la veille à un moment donné sur les livres jeunesse et enfin aussi bien pour au niveau du young adulte, des livres pour les préados, des livres pour les enfants, etc. Et bah pareil, en fait, c'est hyper compliqué. On n'a pas beaucoup de bases de données qui sont bien Bah ouais, faites c'est ça. à ce niveau-là. Mm. Pareil, en fait, tout ce qui est Goodreads, etc., c'est des bases de données anglophones. Donc, les listes qui sont faites, c'est des listes anglophones. Donc, quand tu veux retrouver des livres français sur certaines thématiques, c'est hyper compliqué. Babelio, franchement, ces sites, je l'ai mangé en long, en large, en travers. Je trouve que il est très mal fait aussi à ce niveau-là. Et bref, c'est compliqué, tu vois. Et je pense que tant que quelqu'un ne fera pas une vraie base de données, ça va être, ce sera toujours autant compliqué de trouver des livres avec certains personnages, etc. Et je pense que c'est aussi parce que ça dérange en France de catégoriser Mm. officiellement Ouais, c'est ça, en les gens. disant, c'est ça, en disant oui, bah écoute, ça c'est des livres avec des personnages noirs, ça c'est des livres avec des personnages nord-africains, ça c'est des livres Mais ouais, avec je des comprends personnages pas asiatiques. pourquoi les gens ont du mal à dire les C'est ça, mots. c'est dérangeant et franchement, tu t'en rends compte hein, parce que parfois, quand tu as des échanges avec certaines maisons d'édition, tu sens que ça les gêne et pas forcément parce qu'elles sont racistes, mais parce qu'elles ont intégré beaucoup de biais, tu vois, qui font que Mm. ça les gêne de dire noir, ça les gêne de dire oui, je vais envoyer ces SP-là plutôt à des personnes noires ou à des personnes nord-africaines ou à des personnes asiatiques, etc. Parce qu'en fait, elles ont l'impression de catégoriser. Alors que, enfin, tu laisses plus ces gens-là en fait, en les excluant de tout ça et en faisant comme si elles n'existaient pas, qu'en les nommant, tu vois, et en disant, bah Mm. écoute, je vais envoyer ce SP avec une personne, avec un personnage noir à une personne noire. Parce que bah, elle va pouvoir comprendre certaines problématiques qu'une personne blanche ne comprendra pas ou qu'une personne nord-africaine ne comprendra pas.
Tu vois, enfin, en fait, je comprends ce malaise-là parce que bah, c'est concrètement un malaise qui se retrouve aujourd'hui, tu vois, dans nos sociétés actuelles. Mais enfin, ça me fait bien rire parce que je me dis que derrière, en fait, tout ça, quand tu regardes les salariés de ces entreprises-là, quand tu regardes bah, ce qui se passe au niveau des classes aussi, parce que je sais Mm. qu'à mon époque, moi, je dis ça comme si j'avais 40 ans, mais c'est pas le cas. J'ai rien contre les personnes qui ont 40 ans, hein, c'est juste que vrai. Bah, à mon époque aussi, quand tu regardais au niveau des classes et au niveau Ouais. quand tu étais dans une filière plutôt littéraire, bah, tu vois bien que c'est compliqué de voir quelqu'un qui te ressemble, quoi. Enfin, il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup de Mm. femmes aussi. Et c'est hyper cool, mais en tant que femme nord-africaine, en tant que femme noire ou en tant que femme asiatique, etc., à un moment donné où tu te sens un peu seule parce que tu as des choses qui sont évoquées, tu as des manières, enfin, tu as des choses qui sont dites aussi qui sont plutôt racistes, et tu te retrouves comme ça et te dis, ah, mais est-ce que j'ai bien entendu? Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça choque personne? Tu vois, mais ça choque personne parce que les gens n'ont pas la même perception et la même analyse que toi de choses qui ne les Mm. touchent pas directement, tu vois. Donc, et bon, j'ai l'impression que ça a plutôt évolué, ça. Enfin, j'espère que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes noires, asiatiques, etc., qui essayent de se faire une place dans le monde du livre. Mais je pense que ça reste quand même assez Ouais, compliqué. c'est compliqué, ouais, je pense. Et j'ai, j'ai aussi cette impression que tu es catégorisé aussi, tu vois, quand tu te mets, quand tu es noir, etc., ou que tu es arabe, etc., et que tu t'intéresses au livre et que tu es un peu vocal sur certains sujets, on te catégorise assez vite et on essaye de te donner une casquette en fait de militante Mm. H24, 7 jours sur 7, alors que tu n'as pas forcément envie de militer parfois, tu n'as pas forcément envie de militer tout, Mm. parfois tout court, tu vois. Et parfois, tu as juste envie d'être bah, une personne lambda dans une entreprise qui va comprendre certains sujets parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, bah, on est né avec ça, tu vois, c'est un point, entre guillemets, qui t'a été imposé. Mm. Et j'ai l'impression que dans le monde du livre, et c'est aussi ce qui m'a poussée à partir, c'est qu'à un moment donné, bah, tu es vraiment catégorisée comme la meuf racisée arabe qui a toujours quelque chose à dire sur le racisme, etc. Tu vois, et on vient te chercher parce que c'est l'image qu'ils ont gardée de toi, tu vois, et c'est pas forcément ce que tu as envie de donner comme image ou que tu as forcément. En Mm. fait, je sais pas comment l'expliquer, tu vois, c'est pas une honte, mais je vois pas pourquoi on devrait être les seuls, en fait, à être rappelés sur certaines questions parce que tu t'es engagé sur ces questions-là. Voilà. Et puis même parfois, c'est des gens qui sont aussi militants que toi, qui viennent te chercher sur certaines questions et qui te lèsent, en fait, en pensant que bah, tu ne dois faire que ça de ta journée ou que tu ne dois faire que ça de ta vie sur les réseaux C'est ça. sociaux. Mais enfin, Non. tu vois, enfin, c'est pas forcément ma mission sur Terre, quoi. Enfin, Mm. les gens ont parfois du mal à le comprendre, tout ça. On te le reproche aussi parfois, hein. On te dit oui, mais tu devrais pourtant comprendre, tu es une femme musulmane, je vois pas pourquoi ça t'indigne pas tout ça, je vois pas pourquoi tu n'es pas vocale, pourquoi tu ne fais pas de story sur ça. Ah, Là, ça devient un peu fais-le, une chasse. quoi. Ouais. C'est ça, exactement. Enfin, je vois pas pourquoi moi je devrais faire ça alors que bah, j'en ai pas envie tout simplement, tu vois. Donc, Mm. bref, c'est vraiment compliqué tout ça, mais C'est compliqué, ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y aura une évolution positive en termes de variété de mm. publications et aussi de mise en avant d'auteuristes françaises issues de communautés marginalisées? Euh, une variété de publications avec des personnages minorés, ça, je dirais que oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le fait de traduire des livres anglais en français avec des personnages noirs, asiatiques, etc., musulmans aussi, ça amène à avoir un plus large choix de livres. Mm. Mais je pense qu'au niveau des auteurs traduits, des auteurs français traduits, non, des auteurs français, pardon, publiés, on en est encore loin. À mon sens, on en est encore loin et c'est Mm. vraiment compliqué parce que je me dis que si j'étais autrice et que j'étais dans cette industrie qui est plutôt, à mon sens, assez cruelle envers ces auteurs-là, je pense que j'aurais vite déposé mon crayon, etc. Mais c'est ça que je suis assez admirative de toutes ces autrices et de ces auteurs français, en fait, qui sont issus de communautés marginalisées et qui continuent, tu vois, à publier, à faire de la communication, etc., autour de leurs œuvres parce que, en fait, je vois qu'il y a vraiment un décalage, tu vois, entre Mm. ce qu'attendent les lecteurs, ce qu'attendent les auteurs et ce que produisent les maisons d'édition. Et j'ai pas envie de les
Je comprends aussi parce qu'en fait, je me dis que dans ces maisons d'édition-là, il y a une... Enfin, ils ont du mal à comprendre aussi parce que parfois, ils ne veulent pas comprendre, mais parfois, il y a réellement une difficulté à comprendre ce qu'attendent les lecteurs. Et je vois aussi qu'il y a quand même des méthodes qui ont changé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un essai, en fait, qu'ils essayent de publier de plus en plus d'auteurs noirs, d'auteurs Mm. asiatiques, etc. Qu'ils essayent aussi de mettre, comment dire, d'inclure de plus en plus de chroniqueurs, de bookstagrammeurs, de booktalkers, etc., racisés, etc., issus d'autres communautés. Mais je sens qu'en fait, pour l'instant, tu vois, c'est un peu difficile pour eux, dans le Ouais, sens où il y a un malaise, il y a un malaise, et ça se ressent aussi dans la manière de faire. Mm. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, je trouve que la transition, elle est difficile, et je pense aussi qu'on est, enfin, qu'il y a des difficultés aussi des deux côtés, c'est-à-dire que nous, en tant que lecteurs, etc., tu vois, je le redis, on est aussi consommateur, on est acheteur, tu vois, d'un produit. Et de l'autre côté, tu as quand même des entreprises. Donc, bien évidemment que bah, ces entreprises-là ne vont pas changer de fusil d'épaule du jour au lendemain. Bon, Enfin, ça n'arrivera pas, oui, tu vois. Enfin, je pense qu'il faut être assez réaliste. Mais je pense qu'il faut aussi être un peu plus... j'ai du mal à trouver le mot, mais être un peu plus indulgent. compréhensif parfois et indulgent. Ouais. Parce que je trouve qu'aussi, on est très dur. Ouais. Euh, on est très dur et parfois, tu vois, on ne laisse même pas une chance à certaines maisons d'édition de montrer un peu, tu vois, Mm. ce qu'elles ont envie de faire. Et je ne dis pas qu'il faut publier des auteurs racistes et qu'il faut être OK et dire oui, allez-y, allez-y, on vous laisse Mm. une chance, tu vois, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis juste que je trouve que parfois, on est dur quand même. Enfin, tu vois, tu as envie de leur dire, mais enfin, respirer un bon coup, ça va aller. On est en colère, c'est légitime, etc. Mais parfois, enfin, soyons un peu plus indulgents parce que je pense qu'elles essayent, tu vois. Et quand je parle des maisons d'édition, encore une fois, j'ai bien envie de spécifier que je ne parle pas de comportements qui sont problématiques ou autres. Je dis juste que parfois, soyons un peu plus indulgents quand il y a des tentatives, tu vois. Je dis pas. En fait, je le précise bien parce que je sais que ayant été dans la sphère militante, parfois tu as des défauts de compréhension. C'est-à-dire que tu dis quelque chose et malheureusement, ton propos, il est un peu déformé, tu te retrouves un peu. On retourne un peu ce que tu as essayé de dire, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, je vois des maisons d'édition qui essayent de faire certaines choses, etc., au niveau de la communication, au niveau de plein de choses, tu vois, qui essayent de changer certains comportements qu'elles ont eus. Mm. Et au final, de l'autre côté, c'est pas trop ça. Et des fois, je vois des choses, mais franchement, je me dis, oh, purée, heureusement que j'ai quitté tout ça parce que je vois des gens se battre, tu vois, et je me dis, mais ils y mettent toute Ouais. leur vie et tu vois, je comprends. Mais en même temps, je me dis, mais enfin, À quel respirer un peu, prix? ça va aller, tu vois, et à quel prix, ouais. Enfin, mais bref, donc, bah, pour répondre à ta question initiale, est-ce qu'il y a un changement? Oui, c'est très lent, mais je pense que pour l'instant, on n'en est pas encore au stade où tu as plein d'auteurs français qui vont être publiés, Ah tu non, vois, clairement facilement, pas. etc. Oui. Je pense que Faut pas se le. c'est c'est Oui. compliqué. Et je trouve ça un peu dommage aussi que certains auteurs pardon, ne soient publiés qu'à travers des concours, tu vois. Je trouve ça assez dommage parce que Ah ouais, oui. je Je vois ce suis que tu veux dire. certaine je suis certaine vraiment qu'il y a beaucoup d'auteurs qui envoient leurs Mm. textes et qui sont parfois des textes mais géniaux, mais on leur laisse pas leur chance, tu vois, à travers des moyens traditionnels parce qu'on dit que bah, d'autres textes vont forcément plus plaire. Franchement, je pense qu'il faudrait laisser, bah, je pense que enfin, tout le monde pense un peu ça, mais qu'on leur laisse un peu leur chance, tu vois, pour pouvoir ensuite dire oui, mais ça vend pas, oui, mais si, mais ça. Voilà, quand on a eu la preuve avec comme 1 million de papillons noirs, enfin, Mm. initialement, apparemment, ça n'aurait pas vendu, mais finalement, bah, le livre a été, enfin, tu vois, il a été retiré plusieurs fois, donc bon, soyons un peu plus, enfin, j'ai envie de dire aux maisons d'édition aussi, même si je pense pas qu'elles soient à l'écoute pour l'instant, enfin, j'aimerais qu'elles soient un peu plus courageuses, quoi, enfin, et Ouais, qu'on mette un oser. peu, C'est pas l'argent qui leur manque, je pense, pour certaines voilà, en tout pour cas. certaines, Je quand parle tu pas des regardes leur petites, catalogue, mais non, c'est ça oui. exactement. Quand tu vois leur catalogue, Quand tu te tu dis, vois qu'il y a mais plus de centaines de livres par an, tu peux moins laisser la chance non, franchement, à c'est, quelqu'un. ouais, enfin, je comprends que certains auteurs soient désespérés et se disent à un moment donné, j'ai envie d'arrêter, mais Mm. franchement, quand je vois certains auteurs et que je vois même certains illustrateurs ou certaines personnes que je côtoie ou de près ou de loin, que je côtoie pas du tout même, hein, quand je vois leur talent et que je me dis que bah elles ont beau envoyer leurs textes, envoyer plein de projets, ça marche pas, tu vois, alors que
enfin, je vois d'autres projets qui sont publiés et je me dis, tu vois, je veux pas dévaloriser le travail d'autrui, mais je me dis que parfois, c'est vraiment injuste. Mais après, je me rappelle le monde dans lequel on vit et je me dis que c'est assez logique au final, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. On va arriver à la fin du podcast après avoir papoté. Est-ce que tu as une dernière lecture marquante que tu as eue récemment? Voilà, tu me poses une colle. Alors, j'ai commencé un livre que je n'ai pas fini parce que je lis lentement. J'ai commencé As Long as the Lemon Tree Grows, Ah oui, de qui va bientôt être publié en France. Je crois qu'il est publié le 7 septembre, qui va sortir le 7 septembre, et que le titre c'est Tant que fleuriront les citronniers. Non, c'est ça, Tant que fleuriront les citronniers. Et en gros, ça parle de la guerre en Syrie. Et tu suis un personnage dont je me souviens pas le nom parce que je l'ai posé il y a longtemps et que je l'ai toujours pas réouvert ce livre. Mais tu suis une jeune femme en fait qui a été forcée de devenir pharmacienne, enfin qui était de base, qui faisait des études en pharmacie et qui a été forcée sur le tas de devenir médecin, infirmière, etc. pour soigner les blessés, etc. en Syrie. Et tu la suis en fait avec tous ses traumas, avec toutes les difficultés qu'elle rencontre dans un pays en guerre. Et elle va rencontrer quelqu'un et ça va déboucher sur une histoire d'amour. Et enfin bref, j'en ai entendu tellement de bien de ce livre et il a l'air tellement poignant et tellement, on va dire, déchirant parce que c'est des choses qui se passent et c'est des choses réelles que ça m'a bloqué dans ma lecture et que pour l'instant, je lis tout doucement. Mais son écriture, l'écriture de l'autrice est hyper belle et j'ai vraiment hâte de le voir traduit parce qu'il a été relu pour le coup par une personne musulmane, donc Bouchra Bouche, je crois que tu l'as reçu dans ton podcast. Ouais. Et je sais que la traduction va être pour le coup assez bien et que il n'y aura pas de gêne suite à des mots mis, etc. Bref. Et du coup, j'attends la sortie française pour pouvoir le lire aussi. Ouais, moi aussi, j'ai un peu hâte. On me l'en parle depuis cet été. Et j'attends d'être dans le mood, entre guillemets, parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est des sujets qui sont assez durs. Et bref, en tout cas, c'est la lecture que j'ai commencée. Et le début, pour l'instant, est hyper poignant, mais je l'ai mis en pause. Et sinon, j'ai pas d'autres livres qui me viennent en tête. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un livre, mais c'est assez ironique, mais bon. D'accord. Merci pour la recommandation. Et puis, je recommande les auditeurs et auditrices à se tourner vers ce livre. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Écoute, vous pouvez me retrouver sur le compte Bissoumi. Et bon, forcément, je parle plus autant de lecture qu'avant. C'est plutôt ma vie, on va dire, en général, qui est exposée et pas tellement parce que je n'aime pas trop exposer ma vie. Donc, bon, bref, c'est un paradoxe. Mais parfois, je fais des dossiers qui sont axés sur la littérature, etc. J'en prépare un actuellement. J'espère que je vais le finir. Parce que, comme j'espère, c'est sur la représentation nord-africaine et c'est un sujet tellement vaste que j'ai ressorti mon mémoire et ça me prend tellement de temps. Mais bon, tu le prépares avec quelqu'un d'autre ou toute seule? Non, je le prépare toute seule. Et du coup, j'essaie de faire quelque chose d'assez audible, on va dire, et d'assez lisible. Du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des concepts, etc., qui sont longs. Si je devais les définir, etc., ça me prendrait 3000 stories que j'ai pas envie de faire. Et du coup, ça me prend un peu de temps à préparer. Voilà. Ça marche. Et dernière question du podcast, quel invité verrais-tu sur le podcast, toute plateforme confondue? Je vais essayer de prendre ceux que tu n'as pas déjà invités. Alors, il y a une autrice qui s'appelle Nawela Nour. Je crois que c'est ça, Nawela. Ah oui. Ok. Ouais. Oui. Et qui va le choix de Nour. Et il est tellement beau son livre. Et c'est une autrice musulmane. Je pense que c'est hyper intéressant d'entendre ce qu'elle a à dire sur le processus de publication de son livre, etc. Parce que c'est une autrice. Je ne me souviens plus du terme. Mais elle l'a pas traduit, elle l'a pas écrit, pardon, elle l'a pas publié par la voie traditionnelle indépendante. Auto-édité, pardon, merci. Sinon, ma copine Momo Kanderidge, je ne sais pas si on te l'a déjà cité. Je ne l'ai pas interviewée, mais on me l'a déjà cité, ouais.
Et je dirais en dernier Little Red Air, ouais, parce que j'aime trop son contenu et elle a réussi beaucoup à se varier et je pense que ce serait hyper intéressant de l'entendre. Voilà. Ça marche. Bah, merci pour tes recommandations. Bien, merci à toi. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté de participer au podcast. Ouais, Tu aucun connaissais problème. déjà avant, je suppose, parce que Ouais, Soueya avait fait le pilote. franchement, j'ai écouté beaucoup de tes épisodes, etc. C'est toujours hyper intéressant parce que tu entends beaucoup de vécus, etc. différents et alors qu'on est tous sur la même plateforme à peu près. Donc, c'est hyper enrichissant comme podcast. Donc, tu fais un travail de malade et je pense que c'est ce qui nous manquait, on va dire, dans la sphère Ouais. Instagram francophone. Bah, merci. Je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode Mon lecteur à minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.